pure. C'est cool. Je vous avoue, ça fait un petit peu de la peine de simplement sortir « c'est cool ». C'est un film de James Wan qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, notamment pour ce qu'il a apporté à l'horreur avec les Saw, les Conjuring, etc., etc. Le cinéma divertissement, je peux pas trop dire. Fast and Furious, c'est pas vraiment le genre de film que je regarde, donc j'ai pas vu le Fast and Furious qu'il a fait, mais j'aime beaucoup ce réalisateur et j'avais de grandes attentes pour son film, son premier film de divertissement pur et dur, en fait. Parce que Fast and Furious, c'est quand même encore orienté voiture. Là, c'est vraiment divertissement grand public, les films de super-héros. Il a fait ce qui fait que je l'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il s'est donné à fond. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire de son mieux à 200%, et il l'a fait. Ce film a des décors de ouf, a des scènes de combat et de grandes scènes d'armée de ouf, des designs de ouf, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de créatures, de trucs à voir, d'environnement. Les acteurs sont bons, l'histoire est bien développée, mais c'est juste cool. Et c'est ça qui fait mal, putain. Et vous savez pourquoi c'est cool? Juste cool? Parce que ça y est, ils sont devenus Marvel. Ça y est, ils se sont débarrassés de Zack Snyder, ils ont récupéré Joss Whedon, ils ont machin, c'est bon, ça y est, maintenant, Warner, ils sont tranquilles, ils vont essayer de copier Marvel. Et avec ce film, ils ont copié Marvel. Donc, il y a quelque chose, il y a un film avec lequel on peut le comparer assez facilement, qui est Black Panther, qui était sur le même principe du roi qui doit mériter son royaume pour pouvoir en hériter, et il va prouver qu'il le mérite en affrontant un ennemi particulier et lié à son environnement. Donc c'était Killmonger dans Black Panther, et ici c'est Orm, le prince de Atlantide, le frère de Arthur, de Aquaman. Mais là où Black Panther avait un méchant qui était extrêmement prenant et qui te permettait d'être à fond dans l'histoire, et Aquaman l'a pas. Donc c'est le divertissement habituel d'un Marvel avec un héros DC Comics. Avec un petit peu plus de sérieux quand même, et plus terre à terre que les Marvel qui sont vraiment beaucoup plus comics, mais ça reste beaucoup plus divertissant que constructif, ce qu'avaient essayé de faire d'autres films du DC Universe, notamment Batman v Superman par exemple. Mais là, non, c'est juste du divertissement. Donc c'est fun, c'est cool, c'est super bien fait, c'est magnifique, ça regorge de détails, les scènes sont gigantesques, les plans sont gigantesques, les scènes d'action sont ouf, elles ont été incroyablement chorégraphiées, incroyablement faites au niveau des mouvements des personnages, mais aussi au niveau de la caméra. Mais tout ça est juste cool! Et c'est un peu emmerdant, quoi. En plus, tu sens qu'ils avaient des idées, qu'ils avaient des concepts, des machins. Bon, les concepts ont été déjà utilisés par d'autres films, notamment Abyss, par exemple. Mais ils avaient des trucs, quoi. Ils avaient de quoi rendre cette histoire vachement impactante, vachement profonde, le conflit entre deux mondes, etc. Ils se sont peut-être dit que ça allait faire trop Man of Steel, et que c'était déjà fait, du coup, dans l'histoire, et qu'il fallait essayer de trouver autre chose. Mais c'est juste cool et divertissant. Et voilà. Donc, je veux pas vous faire l'affront de résumer l'histoire encore plus que ce que j'ai fait là. Je pense que c'est largement suffisant. Aquaman va devoir affronter un méchant parce qu'Atlantide a décidé de mettre sur la gueule de la Terre, et donc le temps que le roi actuel d'Atlantide arrive à réunir toutes les armées, Aquaman doit réussir à trouver le trident spécial qui va lui donner tous les pouvoirs et lui permettre donc de vaincre son ennemi et de réclamer le trône. Et voilà, quoi. Enfin, il y a pas 36 000 trucs à faire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça en fait un film d'aventure, plutôt, donc avec vraiment plein d'environnements, plein d'endroits différents à découvrir, avec chacun une patte particulière, même si tout tourne autour de la Grèce antique, parce que c'est la période à laquelle on a élaboré ce genre de civilisation. Enfin, le seul texte qu'on a, je crois, sur l'Atlantide, c'est Platon. Donc c'est vrai que ça tourne autour de ça. Donc il y a toujours des statues de soldats, de mecs avec des casques, des différents rois d'Atlantide, etc. Aussi bien au fond de l'eau qu'à l'extérieur. Mais malgré ce thème commun, chaque décor est son propre environnement. Il y a ceux qui sont sous l'eau, il y a ceux qui sont dans le désert, il y a ceux qui sont là où il y a de la verdure, il y a ceux qui sont machin. Donc chaque environnement essaie d'être différent, et chacun est développé au maximum et avec des designs qu'on a encore jamais vraiment trop vus. Ça élabore un peu sur l'idée qu'il y avait eu dans Abyss. Mais ça l'amène à un autre niveau. On a vraiment des salles extraordinaires, des grands palais entièrement blancs sous l'eau, avec des armées qui flottent sur les côtés de l'allée, etc. Enfin,
des designs magnifiques. Donc vraiment, les décors sont assez ouf à chaque fois. Les costumes sont également assez ouf dans toutes les scènes. Les designs des soldats avec leurs armures entièrement blanches et bleues. J'ai un petit doute sur le fameux Black Manta, qui fait quand même très 60s hein, comme design. Mais why not? Ils arrivent à trouver une bonne justification en fait dans le film. Mais c'est clair que, enfin, il y a une recherche pour faire quelque chose d'extrêmement créatif et que limite chaque scène soit la plus créative qu'on ait pu voir récemment. Et ça se voit quoi. Même le petit passage dans le petit village en Italie, ils l'ont fait de façon assez intéressante sur la falaise. Ils ont fait des chorégraphies intéressantes, etc. Enfin vraiment, ça a de la gueule. Là où ça a particulièrement de la gueule, c'est en termes de réalisation des scènes d'action et des mouvements de caméra. Parce que les scènes d'action sont très souvent réalisées en plan séquence, mais avec des mouvements qu'aucune caméra ne devrait avoir. Et en fait, une caméra qui correspondrait à une caméra flottante, mais littéralement flottante, quoi, dans l'eau. Et qui du coup peut se permettre d'aller absolument dans tous les sens qu'elle veut, et en plein milieu des scènes d'action, enfin ça donne toujours des trucs qui sont assez incroyables. Je retiens notamment la toute première scène du film qui est pas avec Aquaman, qui est avec sa mère, c'est-à-dire Kidman. Elle est en train de se battre dans un salon et genre la caméra fait et pas derrière elle. Elle envoie un ennemi sur le fond, donc la caméra fait un travelling circulaire derrière le canapé pour suivre l'ennemi qui va vers le mur, et puis ensuite elle fait un panoramique pour revoir l'arène, et comme elle est en train de choper un mec au bout du trident et qu'elle le passe au-dessus d'elle, la caméra se met à faire un zénithal monstrueux au-dessus de toute la pièce, tout le salon, et en suivant le mec et en le faisant s'écraser, etc. Enfin, une fluidité, vraiment une caméra qui danse, quoi, qui danse autour de l'action. Et presque toutes les scènes d'action sont comme ça, avec de très très grands mouvements très amples qui tournent facilement autour des personnages et qui du coup donnent un sentiment de grandiose très très fort à tous ces plans et à toutes ces scènes de baston, mais qui lie aussi chaque action. Il y a des plans par exemple qui vont fonctionner sur le fait que chaque action dans une scène de bataille va mener à une autre. On va suivre un mec sur son requin qui charge sur son requin. Ah oui, les végans vont pas aimer ce film du tout parce que ça fait quoi du coup de vivre à Atlantis, etc. Et bah du coup c'est pas les vaches et les chevaux qu'on fait pousser les attelages et les machins, c'est les baleines et les tortues et les requins. Donc même les Atlantes font chier les animaux. Donc du coup voilà, c'est juste le petit truc qui m'a fait marrer. Mais donc on peut avoir du coup un mec monté sur un requin qui est en train de foncer vers quelqu'un, et quand il arrive à le bouffer, il y a un autre animal que le requin du coup qui va le bouffer lui, et donc lui il va partir super loin, et comme lui va partir super loin, on va arriver sur un truc, genre un gros monstre qui va l'écraser, et quand il va l'écraser ça va sauver une grosse boule de lave et ça va l'envoyer sur les gens et on va suivre la boule de lave. Donc tout ça se connecte en fait, c'est tout un jeu de domino en fait avec la caméra qui permet de tourner autour de l'action et de rendre un rendu global et de rendre une sensation globale en fait à l'action et de sentir vraiment ce qui se passe dans ces scènes-là, parce que on est vraiment au milieu d'elle et on comprend comment elle fonctionne. Il y a ce plan mais de ouf, un petit peu inspiré de Valérian. Valérian a fait plus ou moins la même chose. On suit un soldat qui est en train d'avancer dans les décors en défonçant les murs. Au lieu de prendre les portes tranquillement, il défonce les murs une par une, donc on arrive d'un décor à l'autre avec le soldat qui défonce tout. Et en fait, il défonce les murs parce qu'il est en train de poursuivre Mera qui est en train de courir sur les toits de maisons dans une rue. Et donc on a une caméra qui le suit, qui est en plan séquence, en train de passer dans 5, 6, 7 appartements différents, et d'un seul coup, quand il lève la tête pour voir où est Mera, la caméra sort par la fenêtre, continue dans la rue, et finit par retourner sur les toits pour suivre Mera, qui effectivement est dans le coin et qui est en train de continuer à courir. Enfin, magnifique plan de caméra, quoi. Il y a aussi un énorme travail du ralenti qui va être utilisé dans plusieurs scènes d'action, mais dans plusieurs scènes iconiques, ou iconisées en général, qui vont rendre assez bien, parce que c'est généralement des scènes qui vont aller en vitesse normale et qui vont ensuite s'arrêter. Mais genre ne serait-ce que par exemple le dernier plan du film qui est exactement ça, qui est le plan où Aquaman monte à la surface, et dès qu'il arrive à la surface avec l'eau qui éclabousse partout autour de lui et lui qui est en train de flotter avec son trident et ses cheveux mouillés, etc. Et hop, ralenti, et l'image s'arrête et se fige complètement pour te donner la position du super-héros et tout. Enfin c'est le plan est ouf quoi, et extrêmement bien bossé, donc ça marche extrêmement bien. Il y a un autre truc, c'est que du coup, tu sens qu'il veut que cette caméra, du coup, soit comme Aquaman. C'est-à-dire que de la même façon qu'elle se promène extrêmement vite dans tous les sens et également dans l'eau, elle va se promener aussi bien à la surface que sous l'eau. Et du coup, il va énormément insister pour lier les deux dans un même plan. Il y a un plan où il y a un sous-marin qui remonte à la surface. En remontant à la surface, il crée du coup une vague, une onde de choc qui va se soulever. Et en fait, la caméra va rester exactement à la même position. L'onde de choc va lui arriver dessus, donc on va voir la limite, vous savez, la surface de l'eau qui va arriver devant la caméra, qui va se soulever, donc on va passer entièrement sous l'eau, et on va continuer à voir le plan jusqu'à ce que le niveau de la mer redescende et qu'on retombe en dessous du niveau de la mer.
mais sans que la caméra n'ait jamais bougé. C'est-à-dire que même la force de l'eau n'a pas réussi à la faire bouger de place. Ce qui est du coup vachement intéressant, et il y a plein de plans comme ça qui va travailler sur le fait de mélanger l'intérieur et l'extérieur, de mélanger la surface de l'océan et ce qui est en dessous de l'océan, et ça va généralement donner des plans qui sont assez ouf. Il y a un plan qui est particulièrement beau où ils sont en train d'essayer de plonger dans ce qui s'appelle la fosse, et autour de la fosse il y a plein de créatures qui sont là pour protéger la fosse, et il y a ce plan extraordinaire où t'as un plan extrêmement large. Le tiers du dessus, c'est le bateau qui est en train de flotter au milieu d'un océan déchaîné en pleine tempête. Le bateau du coup est minuscule au milieu du grand cadre en cinémascope. Les 2/3 du bas de l'image, c'est une énorme étendue d'eau qui est remplie. Rempli ne suffit pas comme mot pour dire à quel point c'est rempli de créatures partout. Il y en a des millions quoi qui sont autour d'eux et qui sont tous en train de suivre ce petit point rouge qui est en train de descendre au milieu de donc dans ce plan gigantesque qui a la surface, les milliards de créatures, le point rouge et tout ça qui est en train de descendre et de suivre le point rouge. Il y a des plans qui sont dantesques dans ce film. Et de la même façon qu'il va essayer de mélanger surface et en dessous de l'eau, il essaie aussi de mélanger deux musiques en fait pour faire les compositions du film. Il mélange une musique classique et une musique électronique. Et chacune va arriver à des différents moments. Il y aura plus de la musique classique quand ils seront sur la surface, et quand on va arriver à Atlantis par exemple et qu'on sera sous l'eau, on va avoir des musiques beaucoup plus électroniques qui marquent sûrement un monde très différent, quoi, le monde classique et puis le monde technologique avancé du peuple Atlante. Donc il y a du coup un mélange comme ça des deux mondes qui est assez intéressant et qui est travaillé de A à Z dans le film et qui marche très très bien. Il y a aussi un très très gros effort de narration pour faire en sorte que les flashbacks soient parfaitement intégrés dans l'histoire et qu'on comprenne qu'ils viennent s'intégrer naturellement dans l'histoire. La plupart des transitions vers un flashback vont être faites par une caméra et par un mouvement de caméra. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir une scène où on doit découvrir comment est-ce que Arthur s'est entraîné pour devenir Aquaman et comment est-ce qu'il est devenu plus costaud, qu'il a appris à se battre avec un certain Vulko. Et pour nous montrer ça, il amène le personnage qui doit aller dans l'océan pour rejoindre les Atlantes à l'endroit où il a appris à se battre pour la première fois. La caméra se met à faire un travelling circulaire autour des deux personnages, de lui et de Mera avec qui il est. Et quand la caméra passe derrière un des personnages, d'un seul coup ça fait une transition et on arrive au flashback. Et on voit du coup ce qui se passait dans ce flashback, et à cette époque-là, il y a plus longtemps, donc au début de l'histoire de Arthur. Et une fois que du coup le flashback est raconté, la caméra a toujours continué son mouvement, et elle fait la transition naturellement pour revenir dans le temps normal. Donc en fait la caméra a pas quitté cet endroit, mais on a appris ce qu'il fallait qu'on apprenne sur le passé du personnage. Il y a un autre moment plus rapproché dans l'ellipse où c'est au tout début, Nicole Kidman est dans les pommes et il y a donc un plan au ras du sol à peu près, enfin qui filme le bas du sol pour la montrer allongée dans le coma. Et la caméra fait un travelling qui passe sur le côté, on passe derrière un canapé et du coup quand on passe derrière le canapé, ça fait la transition pour amener un tout petit peu plus tard, quelques heures plus tard, quand elle se réveille et qu'elle récupère de son truc et que donc elle se réveille sur le canapé et donc on la laisse sur le parquet, on passe derrière le canapé et on la récupère simplement à son réveil le lendemain matin. Et là encore, on mélange les scènes pour qu'elles soient assez intéressantes. Pareil, l'histoire continue. Ensuite, on voit toute l'histoire de leur couple, elle et le père de Arthur. Et pour faire la transition avec la suite de l'histoire, ils sont donc dans ce même canapé, là où on l'a vu se réveiller. Une scène s'est déroulée. Et à la fin de la scène, la caméra cadre une boule à neige qui contient un petit phare et qui est le phare dont le père de Arthur est le gardien. Et on rentre dans la boule à neige et on démarre du coup, on continue l'histoire de la romance entre le père d'Arthur et la reine d'Atlante. Idem, un peu plus loin, il y a le père qui est sur le ponton en train d'attendre la mer, la caméra recule du ponton, s'enfonce dans l'océan, sauf qu'au lieu de s'enfoncer dans l'océan, en fait elle s'est enfoncée dans l'aquarium où on récupère Arthur quand il est un peu plus vieux, qu'il a 5-6 ans, qui se fait emmerder dans un aquarium avec une sortie de classe, et tout s'est fait en un seul plan, et la transition s'est fait en un plan pour arriver, pour progresser dans le temps. Donc il y a vraiment une grosse étude de la fluidité narrative pour que l'histoire avance tranquillement et qu'on soit jamais emmerdé, qu'on soit jamais arrêté, qu'on soit jamais quoi que ce soit. Même si le film s'autorise, attention, le film s'autorise des pauses régulièrement. Hein. Le film va s'autoriser des moments de silence, des moments où on va travailler l'attention en baissant un petit peu les bruits, en baissant un petit peu les sons et en faisant petit à petit revenir la musique et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que de base, c'est travaillé pour qu'il y ait un vrai récit visuel. Il y a même une transition flashback qui est vraiment littéralement ça, une transition flashback que je trouve vraiment vraiment super belle, où on va suivre en fait les restes d'une statue détruite au fond de l'eau,
On va la voir remonter petit à petit l'eau et en fait reformer la statue parce qu'on a un retour en arrière en fait dans la vidéo avec la caméra qui se promène tranquillement sur toute la ville qui se reconstruit parce qu'on est en train de revenir en arrière pour démarrer le flashback. Je dirais que c'était vraiment un des plus beaux débuts de flashback que j'ai vu depuis très longtemps au cinéma. Ce qui marche également très très bien, c'est que tous les acteurs sont excellents et jouent extrêmement bien, mais surtout ils ont des bons textes à jouer. La scène du tout début où le père de Aquaman, ou le père d'Arthur rencontre la reine des Atlantes, donc Nicole Kidman, c'est tout le début du film, quoi, toute l'intro, et c'est touchant, quoi. Tu comprends ce couple, tu comprends pourquoi est-ce qu'ils s'entendent tous les deux, tu vois quelque chose de mignon qui est en train de se développer entre eux. Il y a un truc qui tourne autour du thé au début quand elle se réveille, et tu sens des rapports qui sont intéressants, quoi, qui sont extrêmement bien joués et bien écrits du coup aussi dans le bouquin, dans le script. Et le personnage de Arthur est également excellent. Ça fait un peu Aquabro plutôt qu'Aquaman. C'est clair qu'il est très à la cool et très relax, mais il marche super bien. Et à la scène au tout début dans le bar avec les mecs qui au début veulent lui casser la gueule et comment ça finit ensuite. Parfait, ça rend super bien. J'ai adoré en plus l'effet, et en 3D ça rend encore mieux, parce que du coup toutes les photos sont en 3D. C'est également du coup ces échanges avec Mera qui sont extrêmement intéressants parce que ils ont une bonne répartie qui fonctionne très très bien, et ils tombent pas. Alors oui, il y a une romance entre les deux, hein, mais elle va quand même arriver au bout d'un moment, et ils auront vraiment eu à développer une relation avant d'y arriver. Il sort des bonnes vannes, pas que avec Mera d'ailleurs, il sort des bonnes vannes en général, et il est assez fun et il marche très très bien. Il y a même un truc qui est assez intéressant de la part de James Wan, qu'il a ramené d'ailleurs de son expertise dans le film d'horreur. Dans le film d'horreur, James Wan sait ce que le public s'attend à voir. Il sait ce que le public pense avoir, à quoi le public pense avoir droit quand une scène démarre. Il a très bien analysé les clichés hollywoodiens, et c'est pour ça qu'il sait aussi bien maîtriser la peur, c'est qu'il sait exactement où concentrer notre attention dans un cadre, par exemple, pour ensuite nous surprendre avec l'élément horrifique qui débarque pas du tout de là où on l'attendait, pas de la façon dont on l'attendait, etc., etc. Et du coup, en fait, il essaye de faire la même chose ici pour nous permettre de suivre le film avec un minimum d'intérêt, avec le scénario. Il y a un acteur qui a été engagé, à mon avis, spécialement pour jouer un certain personnage, et pour que on soupçonne tous ce personnage d'être un sale traître, parce que l'acteur qui le joue toujours des détraqués et des gros traîtres, etc., etc. Et le film est très surprenant à ce niveau-là. Je vous avoue que je m'attendais vraiment à voir le retournement de situation arriver, et quand c'est pas arrivé, j'ai bien, t'as semé des fausses pistes même pour qu'on voit pas la fin arriver. Bah écoute, tant mieux, très bien. Donc c'est plutôt cool. Il y a un travail global de la lumière qui est très très cool, notamment dans tout ce qui est sous-marin, parce que la plupart de leurs, non seulement des animaux, mais aussi de leurs véhicules ou des choses genre là, vont être fluorescentes et vont être lumineuses, donc on va du coup pouvoir se servir de ça pour faire la lumière dans certaines scènes. Une lumière qui globalement est assez naturelle, qui correspond à l'environnement qui doit y avoir, mais qui des fois du coup est assez belle. Alors quand le père en fait regarde l'océan, comme le père son seul lien avec l'océan c'était la reine des Atlantes, il voit toujours ça comme quelque chose d'assez beau, et du coup il y a toujours un coucher de soleil assez joli quand il est sur ce ponton, et c'est plus ou moins rejoint vers la fin quand en fin de combat on se retrouve sur la surface de l'eau avec encore de grosses vagues, le ciel avec les nuages gris qui commencent petit à petit à se dissiper, et le soleil qui est en train de se lever derrière, qui fait du coup une lumière extrêmement dorée partout. Donc il y a cette espèce de mélange de gris et de doré en même temps qui rend souvent très 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 joli en lumière et en ciel. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de la lumière globalement qui est vachement intéressant dans le film. Et puis comme j'ai entendu pas mal de reproches là-dessus, je trouve que les effets spéciaux sont vachement bien faits. Je pense qu'on s'est encore basé sur les effets spéciaux de trailers et de bandes-annonces. C'est pour la dernière fois, ne vous basez pas sur les trailers et les bandes-annonces pour juger la qualité des effets spéciaux d'un film. Ils sont toujours en développement dans les trailers. Ils ne sont jamais finis. Parce que c'est le principe. Il reste encore 1 an de production pour finir les trucs. Donc pendant 1 an, tu vas peaufiner les plans avec plusieurs couches pour rajouter plein de trucs pour que ça ait l'air de plus en plus réaliste au fur et à mesure. Et je trouve que les effets spéciaux sont ouf à chaque fois. Maintenant, tout ça ne sert pas à grand chose quand l'histoire est pas, ne porte pas vraiment à être extrêmement grandiose et a beaucoup de respect. Et en fait, le côté bro d'Aquaman a un peu ce problème-là, c'est qu'il amène au côté blague régulière du Marvel Cinematic Universe qui souvent
atténue un peu l'impact du truc. Il y a un moment où il y a une grande rune, une ancienne rune, qu'il faut activer en mettant de l'eau dessus, ce qui fait très 5e élément d'ailleurs comme scène, et une fois qu'on a foutu de l'eau sur le truc, t'as Aquaman qui regarde le truc et fait « Ouais, sinon j'aurais pu pisser dessus. » Et oui, c'est drôle, mais c'est quand même pas très... Enfin, ça enlève un peu toute la superbe du truc, quoi, de sortir cette blague-là en plein milieu, enfin, juste après. Et c'est un peu le souci, quoi. C'est que on est vraiment cette fois-ci passé dans du cinéma à la Marvel. Il y a une scène où, quand ils sont en Italie, où ils se battent dans le salon d'une mémé, par exemple, parce que du coup c'est rigolo. T'as la petite mémé qui est posée sur son canapé et qui est en train de regarder les deux mecs en train de se battre, dont un qui a une combinaison genre extraterrestre des années 60 avec des gros yeux rouges, etc. Et ils sont tous en train de se battre dans le salon et évidemment elle fait un peu la tête, etc. C'est drôle et c'est cool à mettre au milieu du truc. Mais ça diminue le grandiose. C'est toutes les blagues que vous mettez au milieu du grandiose vont participer à diminuer le grandiose et le rendre un peu plus quotidien, parce qu'on n'a pas le respect du coup pour ce qui est en train de se passer, et du coup on sent pas l'impact de ce qui est en train de se passer. Et je crois que c'est le problème. Et en fait, enfin, je le vois venir depuis des années, enfin, régulièrement dans les vlogs et depuis Suicide Squad, on sait que DC est en train d'essayer de ressembler à Marvel, parce que vous avez tellement été biberonné au Marvel pendant 10-15 ans. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, ils ont leur logo Marvel 10. Donc ça fait tellement 10 ans que vous avez été biberonné au Marvel que vous pouvez plus rien prendre d'autre comme film de super-héros. Et du coup, moi, tous les grands thèmes et tout le grandiose et toute l'importance qu'il y avait dans un Batman v Superman, par exemple, avec en plus ce travail très composé des images et des cadres. Bon, James Wan n'est pas un tâcheron, hein, ses cadres sont très composés, mais avec cette arrivée de l'humour au milieu du truc, avec ces décors plus lumineux, avec etc. Bah tu sens que c'est plus DC, quoi. C'est DC qui fait du Marvel. Ils essayent de faire ce qui marche. Et ça m'ennuie beaucoup. Parce que pour moi, c'était tout l'intérêt de faire DC. Vous pouvez pas faire deux licences de super-héros pour qu'elles fassent exactement la même chose. Parce qu'il y en a toujours une qui sera plus intéressante que l'autre, parce qu'elle sera l'original et pas la copie. Avec des trucs genre Shazam, t'as l'impression qu'ils vont vraiment décidé d'aller dans cette voie-là, quoi, d'aller dans la voie de, bah ouais, du fun, de l'humour, du machin, et non, on va plus te faire réfléchir. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment te faire réfléchir avec 36 000 films de super-héros? C'est ça aussi le truc, c'est parce que on a passé tellement de temps à dire que les super-héros c'était sérieux, on pouvait faire machin, etc. Au final, j'ai quand même l'impression que ça sert quand même beaucoup plus à faire du divertissement et des trucs rigolos que des trucs très sérieux et qui se prennent la tête et qui essaient de dire quelque chose. Il y a quelques œuvres qui essaient de dire quelque chose, mais une fois qu'on a fait ces quelques œuvres, est-ce que vraiment il y en a un à faire par an, quoi, un film par an et deux licences de Cinematic Universe, de comics, etc. Je sais pas trop, mais c'était cool. Voilà, c'était cool. Un dernier petit truc, juste avant de vous laisser, vous savez que j'aime bien remarquer ce genre de défaut de traduction. Et je vais juste vous sortir ça, juste pour la fin, histoire de finir le vlog sur quelque chose. Il y a un moment où vraiment, faut remettre une médaille au mec qui a traduit ça. Phrase originale. They're from the depth, they fear the light. Donc, ils viennent des profondeurs, ils ont peur de la lumière. Traduisant, ils l'ignorent, mais ils détestent la lumière. Comment tu traduis « il vient des profondeurs » par « il l'ignore » ? Voilà. Voilà. Bref, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.